pour vous, monsieur, ou pour vous, les étudiants qui êtes encore aux études, qui êtes encore soit au primaire, au secondaire, au cégep, à l'université, à vous, propriétaires d'immeubles peut-être, peu importe, contremaître, secrétaire, comptable agréé. Il y a des gens qui sont dans des emplois, qui travaillent dans certains domaines et qui sont peut-être parfois gênés devant leurs employés d'avoir à écrire parfois en faisant des fautes. J'espère que vous avez profité du cours et j'espère bien que vous allez en profiter jusqu'à la fin. Et restez avec nous puisque à cette leçon-ci, nous allons avoir occasion de poursuivre un peu les explications comme je les ai présentées la semaine dernière. Et vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avions des exemples que nous écrivions au tableau et que je raisonnais. Remarquez bien, je n'ai pas dit que je raisonnais, je dis que je raisonnais. Parce que nous travaillons avec la raison. On raisonne, tandis qu'un tambour résonne. Ne raisonnez pas, mais bien raisonnez lorsque vous êtes devant une difficulté de français et vous allez la solutionner, surtout si vous avez bien suivi toutes les explications qui vous ont été présentées. Alors, je regarde ici et je m'en vais à d'autres exemples. Et je vois ici, j'ai des cravates bleues. Ah tiens! J'ai d'autres cravates rouge clair et quelques-unes écarlates et orange. Mais savez-vous, mes chers amis, qu'on a déjà vu ça? On a déjà fait des exercices dans ce genre-là. Nous avons déjà travaillé, quoi? Nous avons travaillé les adjectifs désignant la couleur. Vous vous souvenez? Mais la semaine prochaine, nous allons faire toute une synthèse. Vous allez peut-être me dire, Marcel, on aurait peut-être dû commencer par la synthèse avant de faire ça. Non. Non. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire que vous auriez peut-être dit, ah ben là maintenant que je sais pas mal tout ce qu'il y a à savoir, tout ce qu'on a à apprendre en français, je peux même arrêter maintenant après ma 36e. Là, vous allez réaliser dans la prochaine leçon, celle qui est en marche présentement, vous allez réaliser que, oh, il y a peut-être encore certaines règles qui sont passées dans l'oubli. Et il faut les ramener à la surface. Elles se sont noyées. Alors, ramenons-les à la surface, sauvons-les, et nous allons reconnaître qu'il y aura un besoin urgent la semaine prochaine à faire toute notre synthèse du début. Et c'est là que je vous dis, encore une fois, je vous dis encore une fois, avertissez votre père, votre mère, vos frères, vos sœurs, vos cousins, vos cousines, vos oncles, vos tantes, vos neveux, vos nièces, et puis vos voisins d'en avant, puis vos voisins d'en arrière, vos voisins de côté, votre voisin d'en haut et votre voisin d'en bas. Dites-leur, la semaine prochaine, il y a la semaine prochaine et la semaine suivante 2 émissions qui vont faire la synthèse des 36 émissions qui ont été vues présentement, qui ont été présentées à votre écran, dans votre région. Alors, dites-leur ça. Et dites-leur également, prends la chance, on va faire un concours, parce qu'à la 39e, 37 et 38, nous ferons la révision complète. Mais 39e, nous ferons une dictée. Et là, peut-être, rassemblez-vous plusieurs dans le salon et prenez la dictée que je vous donnerai. Et vous verrez ce que vous avez été capable de maîtriser. Et la 40e, la dernière, nous corrigerons au tableau la dictée que nous aurons donnée la semaine précédente. Et là, vous pourrez dire, chapeau, mon cher Marcel, j'ai maîtrisé mon français en 40 émissions. Et je vous avais dit au début qu'avec 40 émissions, à condition que vous appliquiez la théorie et non pas simplement savoir comment on peut développer des muscles. Et quand je le sais, je ne les développe pas dans les exercices après. Mais quand je fais un exercice, moi je fais un exercice de culture physique, je fais du lever de poids
On me dit, place tes pieds de telle façon. D'accord. Je les place comme ça. Pas trop éloigné. Non, non, rapproche un peu. Je rapproche. D'accord. Ensuite, il dit, prends tes mains maintenant, va placer tes mains sur la barre à telle distance. D'accord. Je les tiens. Je tiens la barre. Il me dit, non, rapproche un petit peu. Non, non, pas trop, pas trop, pas trop. Éloigne un petit peu. J'éloigne à la bonne distance. Et maintenant, fais ton effort en pliant tes genoux. Et je vais faire mon lever de poids, mon épaulé. Et ensuite, la jeter. Et je vais lancer le poids au bout de mes bras. Et je vais me replacer sans bouger. Et ensuite, je redescends. Et ensuite, je rapporte mon poids en bas. Mais si j'ai pris ça en théorie et que je n'en fais pas les exercices, fluette, l'expression, il est fluet. On disait dans le temps, il est fluette. Hein, fluette. Mais c'est fluet. Alors, il est tout petit, pas de... Hey, ça ici, avec les exercices que j'ai faits dans ma vie, hey, c'est de l'acier, ça. Frappez, frappez, vous allez vous faire mal. C'est de l'acier. Il faut faire des exercices. C'est la même chose en français. Il faut faire nos exercices pour appliquer la théorie. Alors, peut-être que quelques personnes vont dire, j'espère qu'elles sont peu nombreuses, peut-être que certaines personnes vont dire, moi, j'ai négligé et je m'en confesse, mon cher Marcel, je m'en confesse, j'aurais dû faire les exercices, mais j'avais pas suffisamment de temps. Mais oui, mais quand il faut battre le fer, c'est quand il est chaud. On ne bat pas le fer quand il n'est pas chaud. Vous vous souvenez la semaine dernière? C'est quand le fer est très chaud qu'on peut lui donner la forme qu'on désire. Quand on faisait le fer à cheval, les gens, le forgeron, il tournait le fer. Il peut manier le fer. Oui, il manie le fer, le métal, de la forme qu'il veut. Tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il est chaud. Il est brûlant. Il est blanc. Il n'est pas rouge. Il est blanc. Et on lui donne la forme qu'on veut. On peut l'écraser d'un coup de marteau. Et il va rester à cette forme-là en refroidissant. La preuve, vous voyez, il l'envoie dans l'eau directement et ça fait une fumée. Une fumée du chaud au froid. Alors, et après ça, il garde sa forme. C'est la même chose pour le français. Allons-y avec toujours cette ambition que l'exercice est toujours utile et efficace. Quand même que je lirais, moi, dans les grands livres à propos de la marche, que la marche est l'exercice le plus utile à l'homme. On dit que c'est la marche, c'est par la marche qu'on peut le plus développer l'ensemble des muscles de notre corps. Si on pratique la marche comme on doit la pratiquer. Mais quand je m'assois et j'écoute mon instructeur qui me dit comment marcher, comment faire mes exercices, et j'ai bien appris ça. Alors arrivent les questions. Il pose des questions. Je donne les réponses parfaitement bien. Je sais exactement ce qu'il faut faire. Mais si le soir, je ne vais pas faire ma marche 3 fois par semaine, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, bien, l'exercice théorique ne vaut rien. Il faut l'appliquer pour que nous puissions en profiter. Allons à la pratique maintenant. Alors on va dire, par exemple, ma cousine, bien qu'elle ait beaucoup étudié, a fait des fautes au mot suivant, des arcs-en-ciel. Et elle a écrit des arcs-en-ciel. Elle a fait une faute. Pour quelle raison? Parce que nous avons 3 mots et il y a une préposition qui est ici. Alors quand nous avons un nom composé avec une préposition, le deuxième est invariable et le reste est invariable. Mais le premier, lui, il va s'accorder. Des arcs, c'est ça que ça veut dire, tiens. Regardez, ce sont des arcs-en-ciel. Les couleurs de le prisme. Hein? Les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est le prisme. Toutes les principales couleurs de l'arc-en-ciel se retrouvent en forme d'arc. Donc, des arcs dans le ciel. Et c'est C-I-E-L. Je dis ensuite des garde-manger. Alors, quand je dis des garde-manger, bien, c'est pour garder le manger. Et qu'est-ce que j'obtiens à ce moment-là? J'obtiens un meuble
Donc, ce n'est pas une personne. Alors, des garde-manger, des gardes, c'est un objet pour garder le manger, G-A-R. Tandis que je dis à côté, des gardes forestiers. Alors, des gardes, est-ce que ce sont des personnes, ça? Des gardes forestiers? Oui, donc ce sont des gardiens. Ce sont des personnes, ce sont des gardiens. Alors, des gardes forestiers, et ce sont des mots, un adjectif, forestier. Alors, E-R-S, forestier, adjectif, R-S, des gardes forestiers qui travaillent dans la forêt. Alors, les noms composés. Un porte-clés. Alors, la logique, hein? Un porte-clés. Excusez. Un porte-clés. On va revenir avec un porte. Alors, c'est pour porter. Est-ce que ça va être pour porter une clé ou des clés? Bien, c'est bien évident qu'on va mettre plusieurs clés. Si on a besoin d'un porte-clés, on va mettre plusieurs clés. Alors, certains vont dire, est-ce que ça ne s'écrit pas avec un F également? Oui, les deux sont bons. Les deux sont bons avec un S, par exemple. Un porte-clés, vous allez dire, pourquoi qu'on met un S? Parce que la logique, le bon sens, hein? Le bon sens. Et bon sens, sens veut dire S-E-N-S. C'est le sens de la phrase qui me dit de mettre un S ici. Alors, le bon sens. Et j'avais dit tantôt, quand je parlais, j'ai des cravates bleues. Alors, on arrive avec l'autre exemple et on va constater que nous connaissons notre théorie où nous aurons besoin de faire une synthèse la semaine prochaine. J'ai des cravates bleues. Alors, le mot bleu, B-L-U-E-S, pourquoi? Parce que le mot bleu est un adjectif qui est particulier. Il prend un S et non pas un X. Bon, alors, bleu, B-L-E-U-E-S, cravate. D'autres, rouge. Alors, la qualité de rouge s'adresse également aux cravates. Mais si je dis des cravates rouge clair. Ah, là, par exemple, vous arrivez avec quelque chose de particulier et vous allez être obligé d'enlever le S ici si je dis des cravates rouge clair. Parce que, est-ce que ce sont les cravates qui sont claires? Non. C'est le rouge qui est clair. C'est les cravates d'un rouge qui est clair. Et qu'est-ce qui est clair? C'est le rouge. Et les cravates sont d'un rouge qui est clair. Elles ont été fabriquées dans un tissu avec la couleur rouge, mais la couleur rouge, elle est claire. Alors, d'un rouge, le rouge qui est clair, c'est L-A-I-R. Et quelques-unes écarlates. Ah, elles sont écarlates. Ça, c'est une couleur. Écarlate. Écarlate. Alors, c'est une couleur. Donc, c'est écarlate. T-E-S. Et orange. Elles sont couleur orange. Ça veut dire de la couleur de l'orange. Alors, quand on a ici un nom, le mot orange est un nom, c'est que l'orange a une couleur jaune. Et la couleur de l'orange, bien, les cravates orange, les cravates de la couleur de l'orange. Et orange au singulier quand on a un nom. C'est la même chose que dans l'exercice qu'on donnait déjà au commencement, quand on a passé cette théorie-là. Nous avions dit, ce sont des nappes cerises. Des nappes cerises. Comme ça. Et des nappes cerises veulent dire des nappes rouges, mais de la couleur de la cerise. C'est ça que ça veut dire. Des nappes cerises. De la couleur de la cerise. Et on ne met pas d'S à ce moment-là. Pourquoi? De la couleur de la cerise. Et voilà, j'ai acheté un autre exercice un peu plus bas, page 59. J'ai acheté de la toile blanc. De la toile blanche, bien entendu. B-L-A-N-C-H-E. De la toile blanc,
B-L-A-N-C, B-L-A-N-C, au féminin, C-H-E. Pourquoi avons-nous ajouté le H? Bien, si on n'avait pas mis de H, on aurait eu le mot blanc, B-L-A-N-C, au féminin, ça aurait fait blanc-ce. Si vous ne mettez pas de H, quand on a les mots qui se terminent par un C, alors on va avoir blanc-ce. C'est comme quand je dis franc, un parler franc, une langue franc. Est-ce qu'on ajoute un E? Ça va faire français. Alors, ce n'est pas le mot français, le féminin de franc. C'est le franc-che, C-H-E. On ajoute le H à cause de ça. Alors, on va avoir blanche. Et c'est la raison. Parce que ça change complètement le mot. Et ça donne un sens complètement différent. Et une langue France. Mais non, une langue française, mais pas une langue France, une langue franche, un parler franc, une expression franche, et non pas France. Alors, il faut un H à ce moment-là. Et c'est pour cette raison. Ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ne remets pas au lendemain. Ne remets. Et qu'est-ce que c'est le mot remets? C'est le verbe. Qu'est-ce que je fais quand je dis, où est le sujet de ça, là? Ne remets pas. Mais c'est qui? C'est toi. Toi. Ah oui. Bien oui. Je te rejoins là, Jules. C'est toi, Jules. C'est toi, Louise. C'est toi, Francine ou Luc. Bien oui. Alors, ne remets pas. Qui ça? Toi, sous-entendu. Alors, c'est un impératif. Si c'est un impératif, qu'est-ce que j'obtiens automatiquement? L'impératif présent, c'est les verbes en RE. Donc, vous vous souvenez du petit tableau? On va le revoir la semaine prochaine. Les verbes en ER et tous les autres qui sont ici. Alors, les verbes en ER, E, O-N-S, E-Z, et tous les autres, S, O-N-S, E-Z. Alors, ne remets, M-E-T-S. Alors, le S ne remet pas au lendemain ce qui peut se faire le jour même. Ce qui peut. Que veut dire le ce? Ça veut dire la chose. Et c'est un mot qui est neutre. Qu'est-ce que veut dire déjà le mot neutre? Je l'ai déjà dit ça. Le mot neutre veut dire qu'il n'a pas de genre. Ce n'est ni masculin ni féminin. La chose, là, ça veut vouloir dire quoi? Mais le mur. Ça peut vouloir dire quoi? La table. Ça peut être masculin comme ça peut être féminin. Alors le ce est un mot qui est neutre. Ce qui peut se faire, ce qui peut, ce qui peut. P-E-U-T. C'est le verbe pouvoir. Et ce n'est pas le sens de pas beaucoup, là. J'en ai pris peu. J'en ai pris peu, c'est P-E-U. Ça, c'est pas beaucoup. Tandis que ça, c'est le verbe pouvoir. Alors, ce qui peut se faire. Ce qui peut, j'enlève celui-ci, et ce qui peut se faire, ce, S-E, faire, F-A-I-R-E. Le ce, là, c'est cette chose-là. Ce, elle, là, la chose, ce, S-E, c'est le pronom personnel. Alors, ce qui peut se faire le jour même. Certains ajoutent ou ce qui peut être fait par autrui. Il y en a qui ajoutent ça, hein? Qui ça qui ajoute ça? Hein? Vous savez qui, hein? Ce sont les petits paresseux. Ah oui, oh, ça peut se faire aujourd'hui, ou ça peut se faire par un autre aussi. Ou ce qui peut se faire, ce qui peut être fait par autrui. Ce qui peut être fait, F-A-I-T. Ce qui est fait, F-A-I-T. C'est ce qui est fait. Alors, participe passé. Au féminin, fait-e. Donc, au masculin, ce qui peut être fait, F-A-I-T. Parce que le mot ce qui peut être fait est un pronom neutre. Donc, à ce moment-là, le participe passé est invariable. Ça veut dire ce qui est fait, la chose que, ou le travail, on ne le sait pas. Le ce est un pronom neutre et le mot fait reste invariable. Ah, j'aperçois ici, tiens,
aux pages 80 et 200 de notre livre. Aux pages 80, aux pages, parce qu'il y en a deux, aux pages 80. Est-ce que je mets ici, est-ce que je mets un S ici à 80 et 200? Est-ce que je mets un S à 200? La page 80, je vais vous dire où elle est. Un instant. La page 80, elle est ici. 75, 79, 80. C'est celle-ci. Est-ce qu'il y a plusieurs pages quand je vous montre la page 80? Mais non, je ne vous en montre qu'une. Alors, je vous dis, lisez la page 80. Vous ne lisez qu'une seule page. Donc, aux pages au pluriel, parce qu'il y en a deux. Je parle de la page 80 et de la page 200. Mais la page 80, il y en a juste une ici. Alors, 80 ne s'accorde pas. C'est la 80e. Alors, comme c'est la 80e, il y en a juste une. Alors, il ne s'accorde pas. Et la page 200, c'est la 200e. Alors, si c'est la 200e, il y en a juste une également. Donc, il ne s'accorde pas. Tout simplement. Alors, la page 80 et la page 200. Vous allez peut-être dire, oups, ça, par exemple, ça, je ne me rappelais pas cette explication-là. Je l'ai oublié, cette explication. Alors, la semaine prochaine, quoi de mieux que de revenir la semaine prochaine. Nous allons toucher à toutes ces notions-là générales la semaine prochaine et la semaine suivante. Alors, soyez présents, avertissez, n'oubliez pas, parents, amis, etc. Alors, aux pages 80-200, vous lirez que 20 hommes. Est-ce que je vais dire 20 hommes? Est-ce que je vais mettre un S à 20? Est-ce qu'il y en a plusieurs 20? Il y en a juste un 20. Une fois 20. Alors, il ne prendra pas d'S. Quand est-ce que je vais prendre? Il va prendre un S quand ce sera 4 fois 20. Et là, ça va donner 4, trait d'union, 20, V-I-N-G-T-S. Ah, je me rappelle ça, là, ah oui, je viens de le reconnaître. Parfait, Marcel, tu me rappelles tout ça, et là, ça me pénètre dans l'esprit, ça reste, plus je le revois, mieux je le retiens. C'est comme ça. 20 hommes. Comme il n'y en a pas 2 fois 20, il y en a juste une fois 20, le mot 20 ne s'accorde pas. C'est juste dans l'expression 80. Quand ça finit par 8 et 0, comme ça, là, à ce moment-là, il va prendre un S. Mais si vous dites 82, ça veut dire que c'est 80 plus 2. Est-ce qu'il y a un nombre qui est ajouté? Oui. Alors, le mot 80 ne s'accordera pas. Il ne s'accordera pas. Il s'accorde seulement quand il finit par 8 et 0. Pas 82. Si vous finissez par un 2, bien, ça veut dire que vous avez ajouté un nombre. À ce moment-là, il ne s'accorde pas. 203 enfants furent tués. 203. Regardez. Est-ce que ça finit par 0, 0? Pas du tout. C'est 200 plus 3. Alors, 2, 100, 3, R-O-I-S. Alors, le mot 100 ne s'accorde pas. Regardez, il y a un nombre qui suit. Alors, comme il y a un nombre qui suit, 200 ne s'accorde pas. Yeah! Ah, ben vous vous rappelez l'année dernière, il y avait eu cette fameuse rectification de l'Académie, hein? Et là, à ce moment-là, on mettait des S partout. Mais les rectifications de l'Académie, ne l'oublions pas, elles n'entrent pas en vigueur. Elles ne sont pas en vigueur. Et on ne l'accorde pas. J'espère que tous, qui que vous soyez, l'année dernière, lorsque vous avez pris ça, vous avez remarqué que je précisais toujours, ce sont des rectifications de l'Académie. Or, comme les rectifications de l'Académie n'ont pas été mises en vigueur, il ne faut pas accorder ces mots-là dans ce temps-là. Il ne faut pas mettre de trait d'union. Et l'année dernière, on disait 203, avec les rectifications de l'Académie, on disait ceci, comme ça. On disait ceci. Et comme on disait ça avec des traits d'union, mais les rectifications sont retirées, on enlève les traits d'union et nous restons comme c'était auparavant. Et comme c'est indiqué dans la grammaire expliquée, tout simplement. Ah, bien, c'est une belle révision, ce qu'on vient de faire là.
on vient de faire un beau petit chemin, là, un bon bout de chemin. Et il y a encore d'autres bouts de chemin à terminer, et on va les terminer après avoir fait notre petite période de repos. Notre petite période de repos qu'on va produire pratiquement, comme on pourrait dire, un petit peu immédiatement, quitte quand même à faire un petit effort un petit peu plus considérable après. Mais je vous donnerai l'occasion, dans les 10 dernières minutes, je vous donnerai l'occasion de relaxer et je vous donnerai l'occasion d'écouter une magnifique composition qui a été réalisée et je vous lirai ça tantôt. En attendant, on va dire, vous savez, l'expression, on disait la semaine dernière, battre le fer quand il est chaud. Ça veut dire, quand on est en forme, là, c'est le temps de faire l'activité, on est en forme à ce moment-là, il faut battre le fer quand il est chaud. C'est le temps. Là, je suis en train de travailler, je suis en habit de travail, j'ai les mains sales. C'est le temps, là. Il faut battre le fer quand il est chaud. On en profite pendant qu'il est en forme. Mais aujourd'hui, on va prendre l'expression battre à plate couture. Il a été battu à plate couture. Je ne parle pas d'un club de baseball ou un club de hockey, là. Je n'attaque personne, là. Je n'attaque pas même un individu en particulier. Parce qu'il y en a, lorsqu'ils s'en vont dans l'arène avec leurs gants et gants de boxe et qu'ils se font frapper, ils se font battre à plate couture à certains moments. À tel point que l'individu s'en va s'écraser sur le plancher. Il a été battu à plate couture. Mais d'où vient cette expression? C'est une expression qui autrefois, nous utilisions autrefois des étoffes, des tissus pour fabriquer le linge. Et vous vous rappelez, grand-papa, grand-maman peut-être, hein? Vous vous rappelez, quand vous étiez jeune, vous entendiez votre père ou votre mère ou encore votre grand-père vous parler que dans les années 1800 quelques, on avait ce qu'on appelait un tissu très rude et très épais. Oui, nous avions des tissus très rudes et très épais. Et quand nous cousions deux tissus ensemble, l'épaisseur qui était déjà grande d'un cas, rejointe à l'autre, ça faisait double épaisseur. Qu'est-ce qu'on faisait? On tournait le tissu à l'envers et on prenait un marteau plat. Et un marteau plat, vous n'oubliez pas ce que c'est, mais il y avait des marteaux un peu carrés comme ça, là, avec les coins comme ça, avec un peu plus grand que ça. Et qu'est-ce qu'on faisait? Nous frappions sur le tissu. Nous frappions sur le tissu pour battre à plate couture. Battre les coutures qui étaient rejointes, là, et les amincir, les rétrécir. Alors, nous battions à plate couture. Ça veut dire pour rendre les coutures plates. C'était l'expression. Vous allez me voir avec le marteau. Vous allez peut-être dire, oh là là, Marcel, qu'est-ce que tu fais là avec ton marteau? Est-ce que tu es un juge? Le juge? Non, 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 non. Mais c'est pour montrer quand même qu'on rentre le clou à force de frapper dessus. Hein? Alors, quand ils frappaient à plate couture, ça veut dire qu'ils aplatissaient les coutures. Parce qu'autrement, l'endroit ici, le point, c'était tellement épais et ça fatiguait et ça créait une sorte d'ampoule des fois à l'épaule. Tellement que le tissu était épais et ils essayaient de l'aplatir. Alors, c'est là que d'où venaient les bourrelets là, qui étaient considérables. Alors, on arrivait également, la pluie de coups, quand on arrivait dans l'arène, c'était la même chose. L'individu était battu, paf, 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 et il était battu à plate couture. C'est venu l'expression, et on a gardé cette expression-là, même dans les compétitions de boxe. Quand quelqu'un a pris une suée avec une série de coups,
on dit il a été battu à plate couture. Exactement, ça vient de l'expression où avec le marteau, la personne rabattait les coutures en les écrasant à cet endroit-là pour qu'elles aient à peu près l'épaisseur normale des autres endroits. Et c'était cette expression à plate couture. La plate couture, c'était ça. Une autre expression qu'on vient d'entrer et qu'il nous reste maintenant à dire, c'est qu'on va tenter dans les quelques minutes qui vont nous rester, et comme on arrive là à la 36e, c'est qu'on va entreprendre la 37e la semaine prochaine. Ça achève, et ça achève, rendons-nous service les uns les autres, et pour nous qui actuellement sommes à la toute fin de notre série d'émissions, ne nous décourageons pas, retournons à notre tableau. C'est en retournant à notre tableau que nous allons vérifier exactement ce que signifient tous ces exposés, ces cas particuliers. Alors, je m'en vais avec moi à mon tableau et je vais aller un peu plus loin. J'ai la révision 4, la révision 5, j'ai la révision 6 ici. On va aller à la révision 6. Il y a 10 feuilles de révision, 10 pages de révision ainsi. Et ça nous permet de faire une belle synthèse de toute notre théorie que nous avons, je l'espère, assimilée. Alors, on vient voir, parce que dans le cas présent, nous nous retrouvons avec certaines explications que nous avons déjà données, mais ça fait peut-être un peu longtemps. Alors, on va voir comment on va nous permettre de réviser la semaine prochaine et la semaine suivante toute cette théorie. Alors, on va se rappeler ici qu'il y a des choses à revoir dans notre prochaine semaine et la semaine suivante. On va dire ceci: ils se sont vus, virgule. Ils se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés et se sont parlés. Oh là 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 là! De leurs conjoints partis pour la guerre et desquels ils n'avaient encore reçu aucune nouvelle dans les 15 000, depuis que les 15 000 soldats ont été faits prisonniers. Depuis que les 15 000 soldats. Alors allons voir un petit peu ce petit coin-là, un petit coin théorie qu'on a peut-être oublié parce que c'est aux alentours, autour de la 20e, 22e leçon, ça. Le participe passé qui est ici, hein? Le participe passé, ils se sont vus. Qu'est-ce que c'est que je disais dans le temps? Je me, tu, te, ils se, nous, vous, ils se. Ils se sont rencontrés. C'est ce qu'on appelle la forme pronominale. Pronominale. Alors, la forme pronominale, c'est que le pronom personnel, le pronom se, est le même individu que il. Le se, le même que il. Et ils se sont parlé, ils sous-entendu. On ne le répète pas quand on dit et. Ils se sont, on l'élimine à ce moment-là. Et ils se sont, le se est le même individu que il encore là. On a la forme pronominale. Qu'est-ce qu'on avait déjà dit, mes amis, à propos de la forme pronominale? Vous souvenez-vous? Essayez de me donner la réponse, là. Souvenez-vous, à propos de la forme pronominale, j'avais expliqué ça en disant ceci. Quand vous avez la forme pronominale, vous avez une première question à poser. Est-il toujours pronominal? N'est-il pas toujours pronominal? Est-ce que le verbe vu, le verbe voir, est-ce qu'il est toujours pronominal ou est-ce qu'il peut être à la forme active? La forme active, ça veut dire je vois
Est-ce que je peux dire « je vois le film », « je vois Marcel à la télévision ». Oui, c'est vous qui faites l'action de voir. Je fais l'action de voir. Donc, il peut être à la forme active. Donc, il n'est pas toujours pronominal. Je le retrouve à la forme active. Il y a la forme pronominale, mais il y a la forme active. Donc, il n'est pas toujours pronominal. Quand il n'est pas toujours pronominal, qu'est-ce que je fais? Il est accidentellement pronominal. La forme accidentelle, j'enlève l'auxiliaire être et j'emploie l'auxiliaire avoir. Et comme j'aurai l'auxiliaire avoir, je poserai la question qui ou quoi. Ils ont vu qui? Ils se sont vus. Ils ont vu qui? Ils ont vu ce. Donc le ce, il est C-O-D. Comme le mot se est C-O-D, le mot vu qui est participe passé, avec l'auxiliaire avoir, mais vous allez dire, pourtant, Marcel, avant c'était l'auxiliaire être. Depuis quand maintenant que tu te permets de changer l'auxiliaire être et le remplacer par l'auxiliaire avoir? Puis quand ça que tu peux faire ça? C'est que je dis exactement la même chose, mais je le dis d'une autre façon, un peu à l'ancienne. Ils ont vu eux. Quand on a changé cette expression qui avait l'air un peu boiteuse, ils ont vu eux. Alors on va dire, ils se sont vus. Et on a employé le verbe à la forme pronominale. C'est là que la forme pronominale est entrée. Elle a été créée, elle a été inventée pour dire un peu mieux que ils ont vu eux. Ça se dit mal. Ils se sont vus et on a employé la forme pronominale. Alors, quand j'ai le se, son, S-O-N-T, c'est la forme pronominale. Dans la forme active, habituellement, on avait la forme active seulement. On a éliminé ça et ça veut dire ils ont vu eux. Mais le E, c'est le se qui est là. Alors, on a enlevé le E qu'il y avait à la fin et on a dit, on va le dire mieux, ils se sont, et on a ajouté le verbe à la forme pronominale avec l'auxiliaire être. Alors, ils ont vu qui? Se. Donc, je vais mettre un S et c'est le complément direct qui est ils, vu, VUS. C'est sûr que si ça avait été elles se sont vues, alors si on avait dit elles se sont vues comme ça, on aurait dit V-U-E-S. À ce moment-là, tout simplement. Ils se sont rencontrés. J'ai la forme pronominale. Posez votre question. Est-il toujours pronominal? Quand je dis je rencontre mon travail et j'y vais avec cœur. Je rencontre mon travail. Je rencontre mon patron. Je rencontre la forme active. C'est je qui fait l'action de rencontrer. Donc, le verbe n'est pas toujours pronominal. Il arrive que des verbes sont toujours pronominaux. Par exemple, ils se sont envolés. Est-ce qu'on peut dire j'envole quelque chose? J'envole quelqu'un? Les avions envolent quelqu'un? Mais non, ça ne se dit pas. Les avions se sont envolés. Ils se sont envolés. Alors, les individus se sont envolés à toute vitesse. Alors ça, c'est un verbe qui est toujours pronominal. À ce moment-là, ce sera différent, il s'accordera comme un adjectif. Mais ici, il n'est pas toujours, donc, remplacez l'auxiliaire être par l'auxiliaire avoir et posez votre question. Ils ont rencontré qui? Ils ont rencontré quoi? Alors, ça ne sera pas quoi, parce que quoi, c'est une chose. Ils se sont rencontrés. Ils ont rencontré qui? Ce. Masculin pluriel. Alors, sont rencontrés, accent aigu, S. Ils se sont rencontrés, verbe pronominal. Ils se sont parlé pendant quelque temps. Ils se sont parlé. Je parle, tu parles. Forme active. Donc, il n'est pas toujours pronominal. J'enlève l'auxiliaire être et je le remplace par l'auxiliaire avoir. Et ils ont parlé à qui? Alors, je ne dirais pas ils ont parlé qui. On ne parle pas quelqu'un. On parle à quelqu'un. Donc, ils ont parlé à qui?
Ça, c'est un complément d'objet indirect. Si c'est un complément indirect, il ne s'accordera pas. Alors, le mot parler va toujours rester invariable parce que c'est un complément indirect. Alors, ils se sont parlé va rester et accent aigu. Alors qu'il y a eu 15 000 soldats, le mot 1000 est un nombre, et c'est ceci, 15 000. Ça, c'est un nombre. Et le mot 1000, quand il est un nombre, peu importe qu'il y ait des nombres après ou avant, lui, il est toujours invariable. Et je le mets ici pour ne pas donner de chance de mettre de S, là. Je viens de vous jouer un tour, là. Hein? Là, je viens de jouer un tour. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis la parenthèse tout juste collée à côté du mot 1000. Et quand j'ai mis ma parenthèse tout juste collée à côté du mot 1000, je me suis dit, le mot 1000, il n'y aura pas d'S. On ne met jamais de S au mot 1000 quand c'est un nombre. Vous allez peut-être me dire, pourtant, j'ai déjà vu le mot 1000 avec un S. Ah, bah si! Mais pas quand c'est un nombre. Quand c'est un nombre, il y avait un S parce qu'il y avait une faute. Alors, dans ce temps-là, quand vous voyez un nombre, 1000, avec un S, ça veut dire qu'il y a une faute. Mais si vous voyez le mot 1000, quand on dit, le gars, il a marché 15 000 à pied, ça, c'est une distance, ça. Ah, là, ça devient différent. Si on dit, il a marché 15 000, il a marché 15 000, mettez-lui un S, parce que ça, c'est une distance, ça. Ça, c'est un nom. Ce n'est pas un nombre. C'est ici que le nombre. Le nombre, c'est 15, et non pas 15 000. Voyez-vous la différence, là? Le 15 est un nombre ici, mais le 1000 est un nom. Tandis que quand je dis, ils ont tué 15 000 personnes, là, j'enlève le S, parce que 15 000, c'est le nombre. Et le nombre 1000 ne s'accorde jamais. Regardez, je le mets direct au bord pour pas que vous ayez la chance de mettre un S. Je vous donne pas de chance, hein? Ah, pas du tout. 15 000 ne prend jamais d'S. Le nombre ne prend jamais d'S. Alors, c'est une belle explication, ça. Un autre petit coin qu'on vient de régler, là. Et là, j'ai l'impression que ceux qui ont bien travaillé, qui ont bien maîtrisé toute cette théorie que nous revoyons et que nous avons expliqué dernièrement et qui depuis quelques mois, ces gens-là sont capables d'aller passer leur examen de secondaire. Ah, mon cher ami décrocheur, là, hein? Tu as passé une mauvaise période à un moment donné? Tu as décroché. Retourne donc au travail. Retourne donc au travail de l'école, à l'école. Retourne à tes études. Tu vas être capable de maîtriser ton français. Tu as suivi ton cours de 40, 35, 36 émissions. Reste avec nous jusqu'à la fin et je te garantis que tu vas être capable de suivre le cours de français et tu vas aimer ton français. Pourquoi? Parce que tu l'as étudié? Non. Parce que tu l'auras compris. Tu auras compris ton français. Et non pas tu auras appris. Tu l'as compris et après, tu peux l'apprendre. Mais quand on a décroché, c'est souvent parce qu'on ne comprend pas. Et c'est très souvent la réponse. On me dit, « Oh, moi, je ne comprends rien dans ça. Moi, une compréhension de texte, moi, ça me décourage, ça m'écœure. » On entend souvent l'expression des élèves, « Ça m'écœure. » Mais oui, mais pourquoi ça m'écœure? Parce qu'on ne le comprend pas. On ne comprend pas la relation des mots entre eux. On ne comprend pas la fonction des mots. On ne comprend pas la nature des mots. On ne les reconnaît pas. Comment voulez-vous qu'il y ait une relation de mots entre eux quand on ne reconnaît pas les mots? Je vous comprends et j'ai pitié de vous à ce moment-là. Pourquoi je me suis désarmé pendant 36 émissions jusqu'à maintenant? C'est simplement pour vous donner la chance de pouvoir dire, là maintenant, mon français, je vais l'améliorer parce que je le comprends beaucoup plus. Puis c'est sûr qu'avec la grammaire, vous avez la facilité de mieux comprendre vos principales règles. Oh, j'en vois une ici. Si vous me permettez, je reste debout encore un moment. Je reste debout et tout simplement, je vais donner cette phrase-là. Des ennemis déclarés. Oh, je la vois belle, celle-là. Elle va peut-être venir un petit peu en forme de dictée à la toute fin, là.
des ennemis déclarés. Alors, déclarés, c'est un adjectif. Qui est-ce qui sont déclarés? Ce sont les ennemis. Donc, déclarés, accent aigu S. Déclarés, se sont plus. Ils se sont plus. Ah, regardez donc le mot se sont plus. Ça, c'est un verbe à la forme pronominale. Mais regardez le verbe plus. Ça, c'est quel verbe? C'est le verbe plaire. Et qu'est-ce qu'on fait quand on plaît? On plaît à quelqu'un. On plaît à quelqu'un. Et on ne plaît pas quelqu'un. Donc, on va avoir un COI, complément indirect. Donc, le participe passé plus, automatiquement, ne s'accordera pas. On plaît à qui? À ce. Ils se sont plus. Ils ont plus acquis à ce. Donc, c'est un COI. Et si c'est un COI, ici, le mot plus ne s'accorde pas. Ils se sont plus à m'envoyer. Ils se sont plus à accent, à la préposition, faire quoi? M'envoyer, M apostrophe, à moi, à me. Alors, à m'envoyer, envoyer, et à faire l'action de envoyer des lettres remplies d'injures. Remplies. Mais le mot rempli, c'est quel verbe ça? C'est le verbe remplir. Est-ce qu'il est conjugué? Est-ce que ce sont les lettres qui font l'action de remplir ou bien les lettres, elles sont remplies? Donc, le mot rempli, c'est un participe passé qui est seul. Alors, si c'est un participe passé qui est seul, il s'accorde comme un adjectif. Alors, qui ça remplit? Ce sont les lettres. Alors, si ce sont les lettres remplies, féminin pluriel, ES, rempli d'injures. Allez-vous mettre un S à injure? Rempli d'injures. Alors, allez-vous mettre un S à injure? Est-ce qu'on dit c'est de l'injure ou bien ce sont des injures? On les compte, les injures. Alors, on va mettre un S à ce moment-là. Et dès que je les ai reçus, j'arrive ici. Dès que je les ai reçus. Vous voyez là, on est capable de comprendre tout ça. Regardez le mot « les ». Dites-moi qu'est-ce qu'il est. Est-ce que c'est un déterminant? Est-ce que c'est un pronom personnel? Regardez le verbe qui est ici. Donc, il n'y a pas de déterminant, il n'y a pas de nom après. Alors, c'est un pronom personnel et il est toujours COD. Alors, s'il est un COD, je les ai. Qui ça l'est? Les lettres. Alors, si ce sont les lettres, ça va être féminin pluriel. Parce que le COD, le mot reçu, s'accorde avec. J'ai reçu quoi? Posez votre question. Tout de suite après le participe passé, posez la question, j'ai reçu quoi? Et la réponse, c'est quoi? C'est que je les ai, mais pour les lettres. Féminin pluriel, reçu, ES. Je les ai reçus et je les ai déchirés. J'ai déchiré quoi? Les, mais pour les lettres, féminin pluriel, alors je les ai déchirés, accent aigu, ES. Accent aigu, ES. Ah, ben c'est facile, c'est facile. Après les avoir lu, sans les avoir lus, sans avoir lu quoi? Les qui est encore en avant et qui est complément d'objet direct. Alors, automatiquement, qu'est-ce que c'est? Avoir lu quoi? Les, mais pour les lettres. Alors, participe passé, L-U-E-S. Ah, mes amis, hein? Voyez comme c'est facile maintenant? Et je vous l'avais dit qu'au début, lorsque vous avez commencé, je vous avais dit, moi, ceci, je vous avais dit, ne soyez pas inquiets, mes amis, nous allons maîtriser notre français et à la fin de notre 40e leçon, je vous garantis que vous serez en mesure de maîtriser cette langue et les principales règles de la grammaire française. Et c'est ça, c'est de ça que je voulais vous dire. Je voulais vous informer que, véritablement, il y a moyen d'apprendre le français, mais à condition de le comprendre. Voilà. Alors, un petit mot sur une composition où je vous disais déjà qu'il y a moyen d'écrire
composer et apporter un peu les sentiments. Je vais vous lire rapidement ce que, dans mon cas, j'avais composé. Les élèves me disaient toujours, « Marcel, tu nous dis de composer, mais toi, Marcel, tu nous en composes pas, tu nous montres pas comment composer. » Ah oui, je vais vous en composer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous compose? Compose-moi donc, compose-nous là un petit sujet là, intéressant. J'ai dit, je m'en vais vous composer quelque chose, je vous apporterai ça le lendemain. Alors j'arrive avec ceci, puis j'avais marqué ceci. Le petit bateau. J'avais composé quelque chose sur un petit bateau. Il était une fois, et j'ai inventé ça, il était une fois un petit bateau qui naviguait sur la mer tranquille. Oh, croyez-moi, cette mer avait un tout petit horizon, puisque c'était la piscine du voisin. Mais Fiston, mon petit ami, s'amusait à promener son magnifique voilier sur cet océan limité. Son père lui avait procuré ce jouet à son anniversaire de naissance. C'était, d'après Fiston, c'est ainsi qu'on l'appelait toujours, j'ai mis ça entre parenthèses, le plus beau présent qu'il a obtenu depuis sa tendre enfance. Et tous les jours, quand le soleil brille au firmament, on le retrouve à plat ventre autour de son énorme mare d'eau, à promener son bijou face à des spectateurs curieux. Oui, mais quelque peu jaloux des gâteries dont il est si souvent l'objet. Et l'autre jour, je me suis pris à désirer ce que je ne pouvais vraiment pas posséder, puisque chez nous, plusieurs petits frères et sœurs partageaient les revenus de papa. Et savez-vous ce que je pensais un soir que j'étais couché et que le sommeil tardait à venir? Eh bien, oserais-je le dire? Pourquoi pas? Je me disais, comment se fait-il que je sois venu au monde chez moi pauvre, plutôt que chez lui riche? Cela n'est pas juste. Le lendemain, au lever, pendant le déjeuner, maman sentit chez moi une tristesse qui me rongeait le cœur. C'était évident, elle voyait cela sur mon visage. Elle me dit, « Qu'as-tu, mon gars? Tu sembles bien triste. »« Oh, rien, maman. Mon enfant, je sens chez toi une réticence. Tu me caches quelque chose. » Alors je lui ai dit, « Maman, tu sais, Fiston, il a une belle piscine, un beau petit voilier pour s'amuser sur l'eau. Il est fier parce que ses parents le gâtent. Eux ne savent plus quoi lui acheter tellement il est choyé. Mais tu sais, j'ai compris maintenant que je ne peux pas, comme lui, recevoir tout ce que je pourrais espérer. Mais je vais te dire ceci. Tu sais, je suis bien plus heureux que lui, puisque moi, ce que j'ai de plus précieux, c'est toi. C'est ton amour. Et pour moi, c'est le plus beau bateau que j'aurais désiré pour voguer sur l'océan de la vie. Cette vie qui ne fait que débuter. Ce bateau, cet amour, tu me le donnes. Je le garde précieusement. Et quand plus tard, sur la mer houleuse de la piscine de Fiston, son bateau coulera, alors le mien, mon bateau, il traversera l'orage, en pensant que son amour pour moi, que ton amour pour moi, sera plus fort que les vents et les tempêtes. Garde-moi ton amour, maman, puisque tu es mon amour et pour toujours. Et c'était un texte que je composais à l'endroit de nos jeunes pour leur montrer qu'il y a manière de raconter simplement des expressions, des sentiments que nous avons. Tantôt, j'avais un petit peu la gorge, un peu triste quand je voyais, tu sais, maman, je suis bien plus heureux que lui, puisque moi, ce que j'ai de plus précieux, c'est toi, c'est ton amour. Et ça, c'était beaucoup. Je termine sur tout ça en vous disant, mes chers amis, revenez-nous la semaine prochaine, puisque nous entreprendrons la révision complète de tout ce que nous avons étudié jusqu'à maintenant. Alors, la parole, qu'est-ce que je vous donne comme parole? Ne remettez pas à plus tard ce que vous pouvez faire aujourd'hui. À bientôt.